pas grave. Merci. Donc, d'accord. Donc, je vais partager avec vous les réflexions concernant notre recherche sous la thématique de l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau souterraines au Maroc. Et on va étudier qu'on a étudié sur un cas de la nappe de Borchid. Donc, tout d'abord, on veut s'opposer et montrer donc quelles sont les ressources, le potentiel, quelles sont les ressources en eau au Maroc. Donc, le Maroc possède un potentiel hydraulique aussi important, donc qui est mobilisable, donc de 21 milliards de mètres cubes. La plupart, c'est représenté par des eaux de surface et les eaux souterraines, donc, représentent une faible partie de cette eau mobilisable. Donc, les eaux de surface sont étroitement liées aux précipitations caractérisées par une importante variabilité. Donc, au Maroc, il existe près de 140 grands barrages avec une capacité globale de 17,6 milliards de mètres cubes. Dans ces différents stockages, ils sont vulnérables au changement climatique et en plus, il y a le problème d'envasement et d'eutrophisation. En plus des grands barrages, il y a des centaines de petits barrages donc, dans le même but, donc, et aussi des lacs collinaires. Concernant les ressources en eau souterraines, donc ils sont plus régulières, mais ces ressources ils sont vulnérables aux aléas climatiques et à la pollution, surtout les nappes superficielles. Donc, il y a environ 32 nappes profondes à fort coût de mobilisation et d'exploitation et 48 nappes superficielles. Donc, ce sont les nappes qui sont vulnérables aux sécheresses et à la pollution. Donc, les empreintes sont aussi visibles, les empreintes des changements climatiques qui sont très visibles sur ces ressources en eau souterraine. Donc, par le fait, donc, il y a déjà la température qui a augmenté de 0,6 à 0,42 degrés ces dernières décennies, c'est-à-dire depuis les années 90, donc suivant les différentes zones du Maroc. Et puis, il y a une diminution notable de pluie estimée à plus de 30% à l'échelle nationale et الصوت صوت دكتورة نعيم لا نسمع شيء. انقطع الصوت. Allô, دكتورة نعيمة. On n'entend rien. دكتورة نعيمة تسمع فينا؟ دونك هي ما تسمعكش، ابعث لها ميساج. كتبنا il n'y a pas de son déjà. شوف الميكرو نتاعها تنجم هي سكرت الميكرو. يعني ما نجموش احنا ما نجموش نشوفوا هي كيس كلا في. سي مدام الميكرو نتاعها مسكرة. دوك تبعث لها ميساج قول لها حل الميكرو. حطينا بعثنا لها فهمت.
نعرفش مدام والله بليز هي دكتور محمد معنا، ما عنديش التليفون نتاعها، سي بور سولا. شكون عنده سي كوردوني حتى على الفيسبوك؟ قطعا ماهيش قاعدة تقرا في التعليقات. Est-ce que c'est bon maintenant? On n'entend rien, Naïma. Maintenant, c'est bon? Ça fait un temps. Maintenant, c'est bon. Oui. Voilà. J'ai dû arrêter la présentation parce que le son, elle est coupée, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Peut-être j'ai touché à quelque chose. Vous avez fermé le micro en bas. Oui, oui, j'ai touché, peut-être. Désolée. Donc, l'empreinte, il est visible des changements climatiques sur les ressources en eau. Donc, il y a une augmentation de température, une diminution des pluies à l'échelle nationale et surtout, c'est visible surtout les dernières 40 années. Donc, il y a une succession de périodes de sécheresse. Donc, c'est visible sur ce graphique. Et les projections des différents modèles, ils donnent donc une augmentation de température allant de plus 1,5 degré à 2 degrés Celsius selon les scénarios RC. 4R, les différents scénarios, donc on va voir ces différents scénarios, et une diminution des précipitations de 15%, allant jusqu'à 40%, donc selon les modèles climatiques choisis. Plusieurs recherches montrent une baisse importante des ressources en eau disponibles, que ce soit les eaux de surface ou les eaux souterraines. Donc, pour un réchauffement de 2 degrés, donc par rapport à la période de 1980-2010, donc suivant le scénario, le pire scénario, donc on a une diminution des débits des différents cours d'eau allant jusqu'à 30% sur l'ensemble des pays, et ainsi que la fréquence des jours de sécheresse, il a augmenté donc avant, il était une période de sécheresse sur les 10 ans. Après, donc, c'est plus de 3 périodes de sécheresse sur ces 10 ans-là. Et puis, il y a une diminution du niveau des nappes, donc, allant jusqu'à 2 mètres par an en moyenne. Donc, les précipitations ils varient suivant la zone de situation. Est-ce que du nord au sud et de l'ouest en sud, donc de 700 millimètres jusqu'à moins. Donc, il y a une grande variabilité en fonction de la position géographique. Donc, les ressources en eau superficielle sont évaluées en année moyenne à 18 milliards de mètres cubes, variant selon les années de 5 milliards de mètres cubes à près de 50 milliards de mètres cubes, enregistrant ainsi une très grande variabilité. Donc, cette répartition inégale des ressources en eau dans le temps impose le stockage des apports des années humides pour les utiliser pendant les années de sécheresse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur Naïma, on vous entend bien. D'accord, c'est bon. Donc, les changements climatiques, les impacts des changements climatiques,
D'une part, il y a une augmentation de la température, donc il y a ce qui donne une diminution des précipitations. Cette diminution de précipitations donne diminution de ruissellement. Donc, les ruissellements, c'est diminution de ruissellement, donc diminution de la recharge des nappes, des différentes nappes, et par conséquent, donc des dégradations de la qualité de ces de ces ressources en eau, et de même, il y a donc l'augmentation de la température et entraîne une augmentation d'évapotranspiration, et lorsqu'il y a diminution des niveaux de les nappes, donc il y a le risque d'intrusion saline, et donc ce qui donne donc l'augmentation des événements extrêmes. Donc, les ressources en eau superficielles sont évaluées en année en moyenne à 18 milliards de mètres cubes, variant selon les années de 5 milliards de mètres cubes à près de 50 milliards de mètres cubes, donc enregistrant ainsi une grande variabilité. Donc, cette répartition inégale normalement de ces ressources, il donne des périodes montrant des périodes de sécheresse et des périodes, différentes périodes pluvieuses, et le stockage des apports des années humides, donc il va être utilisé pour les périodes de sécheresse. Donc l'objectif de cette recherche, c'est de proposer une méthodologie en se basant sur une synthèse bibliographique tout d'abord des travaux antérieurs, et par la suite, donc la mise en œuvre d'une méthodologie sur une étude de cas, donc qui est relative à la nappe de bauxite. Donc cette étude, on va montrer tout d'abord comment est-ce qu'il est cette méthodologie, et puis son application sur cette étude de cas, et on va finir par une conclusion et des perspectives. Donc, pour analyser les changements climatiques, les effets des changements climatiques sur les ressources en eau souterraines, donc je vais traiter que les ressources en eau souterraine. Donc, pour les analyses de ces effets des effets de changement climatique sur ces ressources, donc il est impératif de tenir compte de la pluridisciplinarité du processus. Donc, en fait, ce dernier, donc, il englobe des aspects climatiques, des aspects hydrologiques et des aspects hydrogéologiques. Donc, par le choix il faut dans ce processus qui est complexe, donc il est judicieux de procéder par plusieurs étapes. Donc, on m'a dit que il faut faire une analyse détaillée du domaine d'étude, en particulier sur le plan hydrogéologique, et puis une utilisation judicieuse des différentes données disponibles, ainsi que les techniques modernes comme le GIS et le SIG et la télédétection, donc qui permettent une meilleure analyse des données et leur exploitation. L'analyse des données climatiques sur les plans global, régional et local, et leur contribution au niveau des différentes composantes du cycle hydrologique, comme le ruissellement et la recharge de la nappe, et le choix d'une période de référence, c'est-à-dire pour caler les modèles climatiques régionaux tout d'abord, ou régionaux soumis aux différentes techniques de descente d'échelle. Donc, c'est
normalement, aux différentes techniques de descente d'échelle et en particulier les températures et les pluies. Donc, et l'évapotranspiration réelle. Donc, après, donc, il faut choisir une méthode d'estimation de la recharge de la nappe. C'est quelle méthode utiliser pour estimer cette recharge-là et son évolution dans le futur et puis sa distribution spatiale. Donc, vu son importance, euh, euh, vu son importance. Donc, et puis, il faut faire une analyse hydrologique au niveau de la zone d'étude. Donc, en utilisant des modèles basés sur le bilan d'eau, des eaux souterraines. Et par la suite, on choisit un mode de calcul, un mode de calcul un code de calcul qui nous permet de faire les différentes simulations donc des différentes simulations de l'hydrodynamique des eaux souterraines, donc comme par exemple ModFlow et GMS. Donc on a ici travaillé sur le modèle, voilà. Donc on a travaillé sur le modèle couplé après avoir choisi ces différents scénarios et puis les différentes modélisations climatiques. Donc, on a travaillé sur le modèle couplé, c'est-à-dire travailler sur le modèle hydrologique après travailler sur le modèle hydrogéologique. Donc, par la suite, donc, il y a ce qu'on espère faire dans le futur, c'est travailler avec le modèle intégré, donc où le modèle hydrologique et hydrogéologique sont couplés. Et pour ce sujet-là, donc il y a une équipe de recherche à la faculté des sciences, dans notre laboratoire à la faculté des sciences de Rabat, donc qui est en train de faire cette recherche-là qui est donc, pour le choix des scénarios, on a pris les scénarios, on a travaillé sur les anciens scénarios, les SRES et les nouveaux scénarios. Et on a fait des simulations à court, à moyen et à long terme pour les différents scénarios. Après, on a appliqué toutes les simulations possibles sur toute l'étude a été appliquée sur la nappe, sur un exemple de cas qui est la nappe de Barchit. Donc c'est une nappe qui est superficielle d'une superficie de 1500 km. Donc il se situe donc dans la partie ouest du Maroc, au centre-ouest du Maroc. Et elle connaît des cours. Sa particularité, c'est qu'il est, tout d'abord, c'est une nappe superficielle et ces cours d'eau, ils sont temporaires. Donc, l'écoulement n'est pas, il se fait uniquement pendant certaines périodes pluvieuses. Donc, et les cours d'eau, ils disparaissent au centre de la plaine. Pour pour faire l'étude de ce cas, on a fait tout d'abord l'analyse de l'hydrodynamique de la nappe. On a fait cette étude en deux étapes. La première, c'est faire l'analyse hydrodynamique de la nappe et en faisant la collecte, par la collecte, le traitement des différentes données et l'analyse de différentes données. Par la suite, l'élaboration du modèle hydrogéologique. Et ce modèle a été calé donc en régime permanent et dans les deux phases, donc en régime permanent et en régime transitoire. Et après, on a passé donc à valider ce module par les différents résultats qu'on a trouvés, donc les résultats simulés et les résultats observés. La deuxième phase, c'est la phase de simulation pour le futur, c'est-à-dire en utilisant les différents scénarios qui sont prévus
pour voir quels sont ces impacts, quelles sont les prévisions de ces quels sont les impacts de ces changements climatiques sur ces ressources en eau souterraine. Donc, on a tout d'abord, on a fait les prévisions des paramètres climatiques et par la suite une variabilité de la recharge et après, nous avons eu comme résultat la variation de la piézométrie de la nappe pour les différents scénarios et pour les différentes périodes. Donc, cette collecte de données, donc nous avons dit au début qu'il faut que c'est une pluridisciplinarité du processus. Donc, où il y a l'accouplement de plusieurs domaines et de plusieurs données. Donc, la collecte a commencé par une étude bibliographique, par la collecte des différentes cartes qui existent et après l'élaboration des cartes possibles qu'on a comme les cartes topographiques, les cartes géologiques, l'élaboration du modèle géologique. Et puis, on a utilisé aussi des images satellitaires pour différents buts, que ce soit pour établir, pour l'estimation des surfaces irriguées, pour le suivi des surfaces irriguées et leur estimation, et l'estimation de leur surface, comme pour établir la carte géologique. Et par la suite, donc, il y a les données hydrogéologiques. Donc, parmi ces données, donc, on a utilisé des forages de reconnaissance pour établir normalement le modèle sur lequel on a fait la simulation. Et de même qu'on a des données sur la piézométrie, donc on a pris la piézométrie depuis 1965 jusqu'à 2015. Donc, on a traité toute cette piézométrie, la piézométrie au niveau des différents piézomètres pour donner des différentes courbes, différentes situations de ces piézomètres, c'est-à-dire ils nous ont permis de donner les différentes analyses au niveau de la surface de la nappe. Donc, par la suite, on a choisi pour la climatologie. Donc, on avait des données sur la pluviométrie et pour les données de la température et des évapotranspirations, on a fait des simulations sur le logiciel Caemini et sur Mosaic. On est en train de travailler aussi sur Mosaic. Et puis, des données hydrologiques. Donc, concernant concernant le réseau hydrographique et le bassin. Donc, tous ces données-là, ils nous ont permis, donc, c'est-à-dire pour aboutir au bilan des ressources, de ces ressources de la nappe, c'est-à-dire pour aboutir au bilan de la nappe, c'est-à-dire pour trouver les différents termes de ce bilan-là. Donc, que ce soit sachant que la nappe elle est alimentée par des embouchements souterrains, donc, et on a évalué la recharge par la climatologie. Et puis, donc, on a aussi estimé les apports des différentes oueds et les irrigations, les différentes volumes pris par l'irrigation en utilisant les cartes, la télédétection et le cycle pour estimer les différentes surfaces irriguées, donc, et estimer, et bien sûr avec plus les différentes enquêtes sur les prélèvements, donc pour trouver le volume utilisé par ces irrigations et à la fin pour trouver le bilan des ressources. Donc, parmi les cartes, bien les graphiques qu'on a, donc c'est les précipitations annuelles dans les différentes stations, donc jusqu'à une période jusqu'à l'année 2015. Donc, déjà sur cette période, donc on remarque sur qu'il y a succession de périodes de sécheresse, surtout pendant les années 80. Les périodes de sécheresse sont longues et de courte
périodes pluvieuses comme les années 2009 et 2007 et les années 2010-2011. Donc, et aussi, donc là, on a donné des études de l'évapotranspiration en utilisant différentes méthodes de calcul. Donc, on a utilisé le logiciel SPRS pour faire ces simulations. Donc là, c'est l'exemple de carte qu'on a trouvé par l'utilisation du SIG et de la télédétection par estimation des différentes surfaces irriguées on a fait ça pour différentes années et ce qui nous a permis d'établir, donc en plus des enquêtes sur le terrain, donc déjà données par l'agence, faites par l'agence et nous ont permis de trouver les surfaces d'irrigation et le volume qui a été exploité à partir de la nappe. Donc, sachant que, donc, si on remarque sur ce graphique-là, donc, que pendant une certaine période, on utilise excessivement les eaux souterraines, donc pour l'irrigation, et à partir de 2005, donc le mode d'irrigation il a changé. Donc parce que déjà d'un côté, nous avons vu que le niveau de la nappe il baisse et certains pisomètres ils sont déjà en état de sécheresse. Donc il fallait, c'était l'urgence de changer le mode d'irrigation. Donc avant ils utilisaient les pivots, et après donc ils ont changé à des irrigations par goutte à goutte ou bien différentes. En plus, on utilise un autre mode d'irrigation, donc on essaie d'utiliser d'autres ressources comme le traitement des eaux, l'utilisation des eaux usées pour les différents buts. Donc, parmi les niveaux, parmi aussi les cartes ou bien qu'on a établi et les résultats qu'on a, donc on a les niveaux la fluctuation des différents niveaux piézométriques au niveau de la nappe. Donc, on voit bien que ces niveaux piézométriques, ils changent en fonction. Donc, il y a une certaine donc il y a tout d'abord une baisse générale depuis le 1965 jusqu'à 2015 ou 2008. Donc, il y a une baisse générale. Et puis, à l'intérieur, donc, au niveau de chaque piézomètre, on voit bien qu'il y a des fluctuations. Ça montre que la nappe, c'est une nappe superficielle. Elle est soumise aux effets de ces variations de précipitation, c'est-à-dire de ruissellement, c'est-à-dire d'infiltration. Et par la suite, donc, on a établi là les différentes cartes parmi les cartes, donc la carte de 2009 et la carte de 2015. Donc, après, on a passé à la modélisation donc, numérique de l'hydrodynamique au niveau de la nappe. Donc, en estimant donc les recharges par les différentes méthodes. Donc, que ce soit donc la recharge des pluies, le recharge direct par les précipitations, donc c'est sur les superficies, ou bien la recharge au niveau des ruisseaux par les ouées, donc là au niveau des ruissellements, et l'établissement du modèle pour faire les différentes simulation. Donc, le modèle a été calé pour la période en régime permanent. Donc, et par la suite, on a fait des estimations du bilan pour les différentes périodes, Donc, et bien sûr, donc il y a variation donc du bilan de la nappe. Donc, surtout pour cette période-là, on voit bien que il y avait des prélèvements, un prélèvement excessif par pompage surtout pour l'irrigation. Donc, le pompage qui est utilisé au niveau de la nappe, c'est surtout pour l'irrigation. Et donc, après changement du mode d'irrigation, donc là, le bilan, il a changé. Donc, il est déjà,
Après le choix, on a fait le choix des différents scénarios pour voir ces impacts du changement climatique sur ces ressources en eau souterraine. Donc, suivant les scénarios de l'IPCC, donc on a travaillé avec les anciens scénarios et les nouveaux scénarios et suivant les différentes périodes de simulation à court terme, moyen et à long terme. Et par la suite, donc, on a donc, travaillé sur des paramètres climatiques, donc sur les précipitations, la température, l'évapotranspiration, donc pour chercher par la suite la recharge de la nappe et l'appliquer au niveau de la nappe pour voir les variations de la piézométrie et du rabattement de la nappe. Donc parmi les cartes qu'on a donc trouvées, donc qu'on a par l'utilisation, ce qui nous ont permis de trouver les différentes variations de température, de pluie et d'évapotranspiration, donc d'humidité, de la radiation, de pression atmosphérique. Donc, par l'utilisation de KNMI, donc on a donc les différentes cartes, on a différentes cartes, trouvé différentes cartes suivant les différents scénarios et ce sont parmi les cartes qu'on a trouvées, donc une multitude de cartes. Donc chaque carte elle a été élaborée suivant les différents scénarios et les différentes saisons, de même que les différentes périodes. Donc là, on a la période à long terme et bien sûr, on a élaboré d'autres cartes à court et à moyen terme pour les pluies, de même que pour les températures et les évapotranspiration, tous les paramètres climatiques. Par la suite, donc, on a estimé donc les différentes variations de ces pluies et de ces températures, de ces évapotranspirations en fonction de différents scénarios et des différentes périodes. Et pour chercher la recharge de la nappe par l'application de différentes méthodes comme Turk, Tornwhite, etc. Donc, par l'utilisation du logiciel XLS. Et donc, on a déterminé la recharge donc, de la nappe par période. Donc, par période, c'est-à-dire la recharge pour la période à court terme, pour les différents scénarios, donc par période, pour chaque période et pour les différents scénarios, de même que la fluctuation et la variation relative de la recharge par période aussi et par différents scénarios. Et on a fait des simulations pour trouver les prévisions de cette variabilité de la recharge et de la piézométrie de la nappe, donc sous l'effet de ces changements climatiques, suivant le scénario. Donc, tout d'abord, suivant les anciens scénarios, et par la suite, donc là, c'est la fluctuation allant jusqu'à l'an de 2025 pour les anciens scénarios. Pour les nouveaux scénarios, on a travaillé jusqu'à l'an 2035 ici pour les différentes simulations. Donc, en bleu, ça apparaît les résultats observés et ça, ce sont les résultats calculés. Donc, il y a une diminution. Oui. Essayez de résumer. Je vais terminer bientôt. C'est les résultats. Pardon. Donc, il y a diminution du niveau piézométrique atteignant les 6 mètres jusqu'à 24 mètres pour les scénarios les plus pires
donc ça donne une menace d'assèchement de la nappe à cause de la réduction de la recharge et l'excès du pompage agricole. De même, il y a quelques solutions comme la recharge artificielle, la réduction et le contrôle du pompage, donc par le contrat des nappes, etc. Donc, parmi les simulations de ces anciens scénarios, donc il y a ici le rabattement au niveau de la nappe, donc par ces différents scénarios. Pour les nouveaux scénarios de RCP, donc on a fait donner les résultats pour le plus doux scénario, c'est-à-dire le RCP de 2,5, et pour le pire, et de même chose sur la piezométrie et le rabattement de la nappe. Donc, on a remarqué une diminution des niveaux piezométriques. Donc, il serait critique à court, que ce soit à court ou bien quel que soit le scénario, à court ou à long terme. Donc, quel que soit, même pour le court scénario, même pour le scénario le plus doux, c'est-à-dire le premier. Certains endroits, donc, ils seraient même asséchés rapidement. Donc, une forte diminution du niveau piezométrique, surtout au niveau central où les prélèvements agricoles sont les plus importants, et une diminution de la recharge entraînant une réduction considérable des ressources renouvelables de douce. Donc, en conclusion, donc, la méthodologie proposée, elle a mis en œuvre plusieurs outils, parmi lesquels donc on a ArcGIS pour faire des analyses SIG et des traitements des images. On a Esper pour estimer l'évapotranspiration et la recharge. On a Caemini, Mosaic pour faire les projections climatiques et Modeflow pour faire pour l'étude en 3D et l'hydrodynamique de ces eaux souterraines, donc, et puis oui, pour la gestion. Et puis on a il propose aussi l'aspect, plusieurs aspects ont été proposés. Donc, on a l'aspect climatique, l'aspect hydrologique et l'aspect hydrogéologique. Donc, l'étude de la nappe de bauxite a démontré pour les scénarios, c'est-à-dire les scénarios récents, à l'horizon 2035, c'est-à-dire au niveau climatique, une augmentation de température allant jusqu'à 1,2 degrés Celsius, une diminution de pluie allant jusqu'à 10% et une diminution des évapotranspirations potentielles allant jusqu'à 3,5%. Au niveau hydrologique, il y a une diminution de la recharge de la nappe selon les scénarios, donc variant entre 0,4 à 12%. Et au niveau hydrogéologique, c'est-à-dire concernant le niveau piezométrique et le rabattement de la nappe, donc allant jusqu'à une diminution de 25 mètres. Donc, cette étude de la nappe a démontré une sensibilité de la réponse de l'aquifère au choix des scénarios de changement climatique et à la recharge, une sensibilité de la réponse de l'aquifère au choix des modèles climatiques. Donc, il y a une grande variation, une grande plage de variation donc, dans les quantiles au niveau de KMI. Donc, pour les perspectives, c'est améliorer cette base de données sur le plan quantitatif et qualitatif, notamment au niveau de l'évapotranspiration et la recharge, et tester cette approche intégrée, et comparer parce que nous, on a travaillé sur l'approche couplée. Maintenant, on est avec une équipe de doctorants, donc on est en train de travailler sur l'approche intégrée qu'on va comparer ultérieurement. Donc, étudier l'impact des changements climatiques sur la qualité des ressources en eau souterraine, donc, et de même sur la couverture du sol. Donc, utiliser le modèle climatique régional en comparant les différentes sorties par région et utiliser les modèles les techniques de downscaling sur les sorties de Aladdin et pour déterminer la variabilité des paramètres climatiques à l'échelle locale, et puis utiliser des modèles hydrologiques ou intégrés, donc hydrologiques ou intégrés, et comparer avec les autres méthodes. Et merci pour votre attention. Désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est le problème, donc, en partie,
la technologie, hein, Ah oui, en plus c'est le direct et c'est oui. bien qu'on s'en sort déjà. Merci pour cet exposé très riche en informations. طول الدكتوره نعيمه طولت شويه اليوم. اعتذر بالعاده الدكتوره لان نعيمه تلتزم بالوقت. لان البدايه j'étais perturbée au début parce que pour désolé بالعكس احمد، بالعكس العفو، احنا متشرفين بحضورك دائما معنا. انت ربي يحفظكم. علاوه على انك زميلتنا اخت عزيزه علينا الكل. شكرا أهلا وسهلا. جزيلا وتعتبر من شكرا على كل شيء. أيقونة المشاركين بتونس وبجيو تونس من سنوات طويلة، ومن سنوات طويلة احنا عارفوك ونعرفوا بارك الله قدراتك فيكم العلمية. بارك الله فيكم. تحياتي شكرا جزيلا. أنا أظن سي محمد أنه ساعة لا مجال للأسئلة، اللي عنده أسئلة يكتبهم ودونك نبعثوهم للأخت نعيمة مشكورة. مرحبا. وأنا السيلة ما يتحس اليوم أو كونترير نكملوا نقطة التواصل. أمر الآن للدكتور فهد أحمد فرحان، هل ما زال موجود معنا؟ الدكتور أحمد فهد أحمد فرحان العمود من العراق. أنا أقترح أن